Les gens n'ont pas vu le plan. Je savais qu'un jour, je devrais me montrer aux yeux du monde. Je voulais que ce soit dans une certaine posture. Et pas la femme noire abandonnée de l'ASE qui a réussi. Je voulais pas que ce soit ça. Toute ma vie d'entrepreneuriale, je n'ai pas abordé mon côté personnel avant que je l'ai décidé. Je voulais être en position, une position valorisante, et pas la noire qui a réussi. Kelly, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, beaucoup de gens qui te prennent en exemple. J'ai remarqué que la plupart des entrepreneurs, leur succès les sont déterminés par leur relation à l'incertitude. Tu te construis dans le doute. Tu deviens plus fort que le doute. C'est ça qui fait que t'es un bon entrepreneur ou pas. Est-ce que quand ça commence à vraiment marcher, les doutes ils diminuent ? Non, c'est pire. L'entrepreneuriat, il te prend tout. Il peut te donner beaucoup, mais il te prend beaucoup. Tu seras toujours trahi. Tu auras toujours des surprises. L'argent rend les gens fous, surtout quand tu gagnes beaucoup d'argent. Et ça, je te le dis sans filtre. Est-ce que tu te dis c'est assez ? Est-ce qu'il y a un moment où tu te diras c'est assez ? Avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier Finari qui soutiennent aujourd'hui le podcast. Finari, c'est l'application qui vous aide à mieux gérer votre argent et à reprendre le contrôle de vos finances. Grâce à Finari, vous pouvez reprendre le contrôle de votre budget. Par exemple, vous pouvez détecter automatiquement tous les abonnements inutiles qui vous prennent de l'argent tous les mois. Vous pouvez aussi identifier tous les prélèvements qui sont faits chaque mois sur vos comptes. Ça peut être vos investissements, vos assurances vie, tous les prélèvements automatiques. Vous pouvez tout vérifier, tout identifier. Tout ça, c'est évidemment fait automatiquement, donc c'est vraiment facile à gérer. Moi, Finari, c'est une application que j'utilisais avant même de rencontrer Mounir, donc je peux vous dire que c'est vraiment utile. Ça m'a aidé un peu à structurer mes finances, à structurer mon budget. Vous pouvez rejoindre plus de 800 000 personnes qui utilisent déjà Finari. Avec le code EH20, vous aurez 20% de réduction sur les abonnements Finari. EH, Elevate House. EH20. Moi, ça m'a vraiment aidé. J'espère que ça aidera certains d'entre vous. Je vous le rappelle, il y a un code EH20 pour avoir moins 20% sur les abonnements Finari. Vous avez aussi le lien dans la description. J'espère aussi que l'épisode d'aujourd'hui va bien vous aider. Je vous laisse d'ailleurs avec l'épisode. Kelly, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, beaucoup de gens qui te prennent en exemple, même j'en suis certain. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir, Kelly, quelle est ta mission ? Ma mission, c'est de pouvoir en fait montrer au monde que lorsqu'on te dit que c'est impossible, bah tu peux le faire. T'as réussi à le montrer déjà ? Je pense que j'ai commencé à le démontrer, mais que par rapport à ma vision à moi, je suis à la moitié du plan, quoi. Ok. Et est-ce que tu penses que cette mission, elle vient d'un rêve que t'as de montrer ça, ou peut-être d'une douleur ? Parce que tu vois, quand j'interviewe des gens qui ont un peu réussi, c'est souvent ça, soit ils sont drivés par un objectif, ou au contraire, ils fuient un peu quelque chose. Je pense que c'est les deux. En fait, moi, je viens d'un monde où on t'apprend pas à rêver. La seule chose qu'on t'apprend, c'est à survivre. Et donc, moi, j'ai décidé de faire les deux. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, me ramener un peu à ton enfance, pour qu'on comprenne ce que tu dis quand tu parles de ça, survivre ? Bah, moi, concrètement, je suis née d'une grossesse qui n'était pas désirée par ma mère. Elle m'a abandonnée donc à l'âge de 6 mois auprès de ma grand-mère en partant chercher du lait. Elle est revenue 1 an et demi après avec mon demi-frère dans les bras, de nouveau. Et donc du coup, dès la base, t'es pas censé effectivement survivre à ce genre de choses. Mais j'ai été élevée avec un oncle et une grand-mère qui avaient des valeurs de travail, des valeurs d'exigence. Ma grand-mère était fille de médecin militaire. Et donc, il y avait vraiment un degré d'exigence à la maison, tout était au carré. Et je pense que la valeur du travail, en fait, m'a permis de me dire que quand on veut, on peut. Ça, c'était vraiment la phrase de ma grand-mère. Et la valeur rêve, elle m'a été inculquée par mon oncle qui avait tendance à peut-être essayer de me faire échapper de mon quotidien, qui était un quotidien extrêmement... je dirais, on a grandi dans un milieu extrêmement pauvre. Et donc, du coup, mon oncle, lui, me faisait m'évader via tout ce qui était jeux vidéo, télévision ou ce genre de choses. Et c'est le mix de ces deux mondes qui m'a permis d'être à la fois vachement utopique et à la fois les pieds très sur terre. Tu jouais à quoi comme jeu, tu te rappelles ? Final Fantasy. Ok. Voilà. J'ai brûlé du FIFA aussi, du James Bond. Et du... comment on appelle ça comment ça s'appelle encore avec son épée, là ? Zelda. Ok, Grande bien fan sûr. de Zelda. Très bon choix, très bon choix. Je pense que chaque personne qui a joué à Zelda dans son enfance, ça devient une personne bien après. C'est une de mes théories, mais... Est-ce que quand t'étais enfant, tu réalisais que justement ta mère, elle avait pas prévu que t'arrives dans ce monde ? C'était quelque chose que tu réalisais ou pas forcément ?
c'est pas que tu réalises pas, c'est qu'elle te le dit très clairement, Ok. et ce, dès l'âge de 5 ans. Dès l'âge de 5 ans, elle te dit tu n'es pas une enfant désirée, je ne te voulais pas, j'ai une césarienne, t'as abîmé mon corps, je veux vivre ma vie de femme. Donc, au début, tu comprends pas trop ce qu'on essaie de te dire. Et puis un jour, bah, tu lui dis de toute façon, moi aussi, je t'aime pas, en fait. Donc, c'est pas grave. Enfin, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Moi, la personne que j'aime, c'est ma grand-mère et c'est mon oncle. Toi, t'es personne pour moi. Et j'ai eu ce déclic très, très tôt. Au point où je pense que la violence, en fait, de comment je disais dès toute petite, ça choquait beaucoup. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, qui était enfin, catholique, elle me disait, mais non, mais tu verras plus tard, elle reviendra vers toi et tu pardonneras. J'ai dit, non, moi, je suis personne pour pardonner. Tu fais ici, tu payes ici. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi que je me comporte dans la vie. Si tu fais ici, tu dois payer ici. Ta grand-mère, ton oncle, ils ont été une grosse part de ta construction, mais il me semble que t'as perdu ta grand-mère assez tôt. J'ai perdu ma grand-mère assez tôt, c'était assez tragique. D'ailleurs, c'est dingue parce que ce week-end, je sais pas pourquoi, je suis allée sur les actes de naissance et de mort des gens et je suis retournée sur celui de ma grand-mère parce que je cherchais quelque chose. Et ouais, je l'ai perdu à l'âge de... Bah, en fait, c'est simple, j'ai redoublé ma sixième et donc je l'ai perdu sur cette année-là. Euh, Tout simplement parce que je suis repartie vivre chez ma mère vers 11 ans, vers 10 11 ans, parce que ma grand-mère est tombée malade, elle avait des problèmes de cœur, elle était hospitalisée, elle avait fait un coma, et donc j'ai dû retourner vivre chez ma mère, qui m'a placée immédiatement en pension, et je vivais chez ma mère donc que le week-end. Et un week-end, en fait, où j'étais chez ma mère et que je suis pas allée voir ma grand-mère à l'hôpital, on a reçu un coup de fil à 5 heures du matin, et j'ai entendu que c'était fini, en fait, qu'elle était partie. Tu l'as vécu quand, ce moment-là? Je l'ai vécu, c'est très étrange. J'ai entendu ma mère recevoir ce coup de fil à 5 heures du matin. Je l'ai entendu rentrer dans sa chambre et entre guillemets, s'effondrer, pleurer, appeler ses frères, et personne ne me disait toujours rien. Et donc mon oncle est arrivé et il m'a dit, viens, on va chez moi. Je dis, ok. Et donc si tu veux, il se passe des heures en fait, tu vois. Et là, à ce moment-là, j'arrive chez lui et je dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais je savais ce qui se passait, mais personne n'avait les couilles de me le dire, en fait. Et là, il me dit, bah, maman est morte. Je le regarde et je lui dis, mais maman, c'est pas ma mère, en fait. Et il me dit, mamie est morte. Ma mère est morte, en fait. Et lui s'effondre. Moi, je lâche pas une larme. Et je lui frotte le dos et je lui dis, ça va aller. Je lui dis, je suis là, ça va aller. Et en fait, les rôles étaient complètement inversés. Et donc, je me suis pas autorisée à pleurer de tout le week-end. Et quand je suis rentrée le dimanche soir en pension, je me suis assise. Et c'est là, en fait, où j'ai pleuré. Comme si, euh, moi, mon travail, en fait, c'était de faire en sorte que mon oncle, en fait, mes deux oncles d'ailleurs, ne soient pas seuls, en fait. Mhm. Est-ce que vous avez encore une relation comme ça, où tu les accompagnes, ou s'ils sont encore parmi nous? Bah, en fait, le truc, c'est que mon oncle est décédé en 2015, à 49 ans. Et je pense qu'il ne s'est jamais remis de la mort de sa mère. D'ailleurs, il n'a pas de femme, pas d'enfant. Mon autre oncle n'a pas de femme, n'a pas d'enfant. Je pense qu'il faut faire attention lorsqu'on vit à côté d'une femme forte. C'est compliqué de se reconstruire après et de savoir qui on est. Mhm. Vraiment. Mhm. Et pourtant, toi, t'as réussi à le faire. Comment t'expliques que, à 11 ans, comme ça, que quelqu'un qui t'a un peu façonné toute ta vie, que tu perds aussi jeune, comment t'expliques que t'as réussi à... J'ai envie de dire, et j'étais trop petite pour me rendre compte de la place de ma grand-mère, vraiment, et de l'importance qu'elle a eue finalement dans la personne que je suis aujourd'hui. Et j'avais vraiment mon oncle comme une vision, en fait, à la fois paternelle, mais pas que. Et en fait, dans ma construction, j'avais plus peur, enfin, j'ai eu très peur de le perdre lui. Et quand c'est arrivé entre guillemets au moment idéal, dans le sens où je venais de lui annoncer que j'étais enceinte. Euh, et je pense que lui aussi, enfin, ça a été un déclic chez lui pour lâcher. Euh, et à ce moment-là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que, avant ça, je disais, la seule chose qui peut me briser, c'est la perte de mon oncle. Et ce qui s'est passé, c'est que quand mon oncle était mort, j'étais enceinte de 5 mois. Et donc, je ne pouvais pas me permettre de lâcher. Je ne pouvais pas me permettre. Et donc, c'est comme ça que mon fils est né, qui a le même prénom que lui, Marc Antonio. Donc, Marc pour lui. Et en fait, ça m'a permis en fait de m'en sortir et de rester debout. Mhm. Sinon, je pense qu'effectivement, je ne serais pas la personne que je suis devant toi. J'aurais jamais surmonté ça. Tu crois au destin?
Je crois au destin, ouais. Mhm. C'est un peu du destin, cette histoire, quand même. La première fois que mon fils a tapé dans mon ventre, c'était le jour de l'enterrement. Sur le retour de l'enterrement, j'étais dans la voiture, j'étais en train de raccompagner son frère. Et mon ventre s'est mis à bouger. Et comme si, pour me dire que t'es pas seul, quoi. Donc, je pense, oui, dans ces cas-là, tu ne peux que croire au destin. Mhm. C'est dingue. Ton destin qui était pas facile, du coup, tu m'as dit que t'étais en pension. Mhm. Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait souffrir comme ça, d'être dans une situation un peu instable? Totalement. En fait, tu sors de... Enfin, déjà, alors, j'ai été placée dans un pensionnat qui aujourd'hui a été fermé. Mhm. Qui était un pensionnat qui était ouvert depuis plus de 100 ans, qui s'appelait l'Institution Ségo, tenue par une famille, etc. etc. Et le principe même de cette institution, qui était de mettre les enfants dans un cadre pour pouvoir leur permettre effectivement de voir leurs parents qui n'étaient pas forcément disponibles, moi, ma vision, c'est qu'il a été contaminé avec le temps, d'accord. Pour différentes raisons. La première chose, c'est parce qu'on a eu tendance à mettre des enfants non plus de milieu équilibré, mais des enfants qu'on a placés là parce que leurs parents ne jouaient pas forcément leur rôle ou ne pouvaient pas assumer leur rôle au quotidien. Ce qui donne beaucoup d'enfants placés. Moi, j'étais pas encore placée à l'époque. Et du coup, il y a cette chimie qui fait que moi, personnellement, je m'en suis sortie. Mais je l'ai pas bien vécu. Je l'ai pas bien vécu. La première année, j'ai été punie, je suis tombée, j'étais extrêmement naïve. J'ai été punie, je savais même pas pourquoi. Il y avait un cadre qui était inadapté et inadéquat. Et j'ai vu le jeu de la préférence. J'ai vu le jeu du copinage. Donc, donc en fait, il y avait des préférences sur les enfants. Et ça se ressentait, en fait, au lieu d'être mis tous sur un... Voilà, moi, j'apprécie beaucoup la justice. L'injustice, ça me rend folle. Et donc, du coup, j'ai été punie la première année. Et ensuite, j'ai appris à mettre un masque social la deuxième année. C'est-à-dire que je faisais attention et j'avais compris que tu peux pas tout dire. Que tu peux pas forcément te rebeller officiellement et que tu dois faire les choses par derrière. Et ça, c'est un truc qui m'insupporte. Mais c'était assez politique, tu vois, dans les relations. Et donc, moi, j'avais toujours été vue comme un mauvais élève, voilà, une mauvaise souche. Et à la fin de ces années, on devait pouvoir passer un examen. Et en fait, c'est l'examen, le Graal, qui te permet soit de revenir donc en secteur, sous contrat, Mhm. et ça permettait de voir quel était ton niveau. Et quand ils ont vu que je suis arrivée numéro 3, ils se sont rendus compte que pendant 2 ans, ils m'avaient mal catégorisée, en fait. Et j'apprécie beaucoup d'être mal catégorisée, d'être sous-estimée. Mhm. C'est ce que je préfère. Est-ce que tu penses que pour les enfants qui sont comme ça dans des pensions et qui n'ont pas cette capacité de mettre un masque social, comme tu l'as dit, ça les pousse un peu vers le bas Bien ou... sûr. Ouais. Bien sûr. C'est bizarre parce que j'ai reçu des commentaires, parce que j'avais abordé ça donc, dans une vidéo, et j'ai reçu des commentaires de personnes qui étaient dans cette école, et disent, moi, c'était super, je l'ai bien vécu. J'avais envie de le dire, mais tu te rends pas compte, tu faisais partie des privilégiés qui étaient appréciés, en fait. Et il y a d'autres personnes qui, eux, ne se sont pas remis. Il y a d'autres personnes qui fument du shit tous les jours, de 7h du matin à 22h jusqu'à s'endormir, tu vois. Et qui sont tombés dans ce genre de travers-là. Il y en a d'autres, effectivement, qui ont été mères extrêmement jeunes. Il y en a d'autres qui se sont retrouvées dans des... voilà, je leur dis, mais t'as la mémoire courte. Il y a un tel, en fait, elle a fini... je dis, mais... Donc, on n'a pas tous vécu, en fait, la même expérience. Moi, ce que j'ai vécu, c'est un sentiment d'injustice extrême, le sentiment d'être prisonnière, en fait, toute la semaine. Et à la fois, j'appréhendais énormément de rentrer chez moi le week-end. Donc, pendant 2 ans, ça a été extrêmement inconfortable. Mhm. Est-ce que tu penses que d'avoir été dans des situations aussi inconfortables, aussi jeunes, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des situations d'inconfort qui le sont plus vraiment pour toi? Tu les abordes beaucoup plus facilement? Alors, c'est extrêmement bizarre. Ce que je vais répondre, c'est je me sens bien dans l'inconfort. Quand c'est inconfortable, c'est que tu y es presque. Quand ça pique, c'est que tu es sur le bon chemin. Que ce soit pour toi ou que ce soit dans ton travail. Si ça pique, c'est que tu tiens le bon bout, en fait. C'est que, tu dois corriger des choses. 2, tu dois t'adapter. Tu dois faire preuve de flexibilité et surtout, tu dois rebondir. Et tu dois trouver des nouvelles portes de sortie. Donc, tout cet inconfort de vie que j'ai eu, moi, m'a permis d'être un caméléon qui me permet, en fait, de ne jamais être surprise. Et quand c'est trop calme,
c'est là où moi, je me sens pas en sécurité. Mhm. Je préfère régler des problèmes que de pas savoir ce qui va arriver, J'ai vu aussi dans une interview que tu disais que au cours de ta vie, tu n'avais jamais pris de non pour une réponse. bien sûr. Mais ça, c'est une très bonne mentalité. Mais ça veut dire aussi que du coup, tu as des capacités à convaincre les autres malgré un non. Euh, pour toi, comment on convainc quelqu'un? T'arriverais à le Il y a deux dire? types de convictions. Il y a c'est la personne qui t'a dit non et puis maintenant tu te dis bah regarde où j'en suis. T'as pas onboardé, tu y as pas cru. Donc je prouve par l'exemple. Il y a deux types de réponses au non, hein. Parce que je vais pas dire que j'ai réussi à transformer des oui sur toutes les personnes. Non. Je leur ai montré que j'allais y arriver avec ou sans eux. Et donc j'ai fait la preuve par l'exemple que oui, en fait, Mhm. t'aurais dû y aller. Mhm. Et j'ai plein de gens qui me disent ah si j'avais su. Ah c'est vrai je t'ai rencontré au début, j'ai pas compris. Donc voilà. Et effectivement, j'ai une grande capacité à convaincre depuis que je suis toute petite, où j'étais capable de te raconter plein de choses plein d'arguments pour te convaincre de me donner ce que je voulais. Et d'ailleurs, j'ai un fils qui est très négociateur, ça me rend folle. Mhm. Bah, écoute, c'est bon signe pour la suite pour lui. Et est-ce que tu penses, t'as dit que il y a des gens qui te croyaient pas à tes débuts, que ce soit au début des business ou même peut-être plus jeune. Est-ce que tu penses que plus jeune, t'as plus souffert du manque de respect, d'être un peu un enfant avec peu de moyens, ou plutôt du manque d'argent? J'ai pas souffert du manque d'argent, je l'ai pas ressenti. Mhm. Je l'ai pas ressenti quand j'étais enfant. Je l'ai compris plus tard que j'avais pas d'argent, un peu plus tard. Le manque de respect, oui. Oh, oui. En fait, on ne mesure pas la valeur de quelqu'un, normalement, au montant qu'il a sur son compte en banque. Et c'est comme ça que moi j'ai été élevée. Euh, Mon oncle adorait s'habiller extrêmement euh, de façon négligée, alors qu'il avait des liasses parfois comme ça dans les poches parce qu'il travaillait beaucoup et que il faisait beaucoup d'argent. Et du coup, je pensais que la vie c'était comme ça. C'était, bah, en fait, ta valeur, tu la prouves par ton travail. Et que le travail, ça paye. En fait, non, pas du tout. Dans cette société, les gens te jugent d'abord sur ton physique, ta façon de te présenter, éventuellement ta façon de parler. Donc ça, c'est le premier filtre, ce qui est stupide parce que ce qui veut dire qu'il y a des scammers partout. D'accord. Il suffit juste de mettre une belle image et les gens pensent que tu es multimillionnaire alors que tu ne l'es pas du tout, tu vois. Et de l'autre côté, on va avoir tendance à, à sous-estimer beaucoup de personnes. Donc ce manque de respect-là, euh, j'aime bien de temps en temps, on me dit, mais Kelly, sur Internet, quand tu lis les commentaires, on me dit, mais cette fille-là, en fait, elle pèse rien du tout, t'es qui, etc. Et je souris. Je suis allée en déplacement en Guadeloupe et mon attaché de presse, il a dû faire le pied pendant 7 heures pour être sûr que je passe au JT parce que, tu comprends, cette fille-là, elle n'est pas vraiment multimillionnaire. Ouais, voyons. En fait, les gens ne se rendent même pas compte, en fait, de la réalité des uns et des autres. Donc, c'est particulier. Et c'est ce que je dis, être sous-estimé te permet d'arriver beaucoup plus loin et qu'on se rende compte que, bah, en fait, c'est trop tard. T'es l'éléphant dans la pièce et t'es devenu incontournable. Avant de devenir incontournable, j'imagine que bah, tu as dû passer par un chemin long et compliqué. Quand on arrive à 20 ans, à la fin de ses études, qu'on n'a rien et qu'on a des grands rêves, est-ce que c'est mieux à ton avis de se construire une base solide avant de se lancer dans des projets ou directement de se lancer dans des projets? Toi, t'as fait comment? J'avais pas de grands rêves, à vrai dire. Mhm. Enfin, les grands rêves n'étaient pas au même niveau que ceux que j'ai eus après. Entre 20 et 25 ans, mon grand rêve, c'était d'avoir un CDI, être propriétaire de mon appartement, avoir une voiture et partir en vacances. D'accord? Donc j'étais dans ce truc-là et c'est ce qu'on te vend. D'accord? Parce qu'on ne t'apprend pas à rêver. On t'apprend que tu dois rentrer dans une case. Surtout quand tu es un enfant issu de l'aide sociale à l'enfance. Il faut bien se rendre compte de ça. Parce qu'on te prépare à la vie d'adulte et pour ces personnes-là, la vie d'adulte, c'est avoir un CDI, une voiture et une maison. D'accord? Et donc, du coup, bah, j'ai rempli toutes ces cases-là. À 19 ans, à 20 ans, j'avais déjà un travail, j'étais payée correctement en tant que commercial qui vend des PABX, des standards téléphoniques, chez SFR, enfin bref. Donc j'avais l'appart, du 1% patronal, j'avais la voiture et j'avais le CDI. Mais c'est quand tu te rends compte qu'en fait, c'est pas ça que tu veux. Que tu veux beaucoup, que tu veux très grand. Et qu'en fait, tu as toujours
rêver de ça, alors, tout petit fond de toi-même. Et tu te dis, bah écoute, on va voir ce que la vie nous offre. Et donc, quand tu as une idée dans la nuit de te dire, tu vas faire un forum ou tu vas lancer une marque, bah, tu te laisses un petit peu aller à rêver et à dire, bah, en fait, ouais, si ça marche, en fait, qu'est-ce que tu veux? Parce que les gens, ils n'arrivent pas à se regarder dans le miroir et vraiment dire ce qu'ils veulent. Quand tu demandes à quelqu'un, tu veux quoi? T'as pas vu que les gens, ils bégayent? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux de l'argent? Tu veux de la reconnaissance? Tu veux quoi? Tu veux du matériel? Personne. Les gens, ils se demandent, quand tu leur demandes, elles bégayent. Les personnes bégayent. Moi, je le disais. Je veux le château. Je veux la voiture. Je veux le beau mari. Et je veux beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. Et quand tu le dis et que tu le matérialises par la parole, bah, ça devient des objectifs. Et donc, quand tu as un objectif, il faut mettre en place un plan. Donc, qu'est-ce que tu es capable de faire? Et surtout, pas que faire. Qu'est-ce que tu es capable de perdre et de sacrifier pour arriver là? Je rassure, hein, je n'ai pas signé de pacte avec le diable, je ne fais pas partie des Illuminati. Et voilà, je préfère rassurer. Mais c'est qu'est-ce que tu es capable de sacrifier de toi, de ce que tu as pour pouvoir arriver à tes rêves. C'est quoi la chose que tu as dû sacrifier, tu penses, pour arriver où t'en es? Plein de choses. Du temps. L'entrepreneuriat, il te prend tout. Il peut te donner beaucoup, mais il te prend beaucoup. Moi, on m'a pris pour une folle. C'est quoi on m'a dit, t'es rentrée dans une secte? C'est quoi cette histoire de cheveux naturels où vous vous faites des pique-niques ensemble, où vous vous coiffez, ou pourquoi vous lisez les trucs, les compos, où on comprend rien, vous parlez latin? Oui, parce que les compositions sont écrites en latin derrière les produits. On m'a pris donc pour une meuf complètement perchée. Ensuite, on a cru que j'étais en dépression parce que je passais ma vie enfermée, entre guillemets, chez moi à faire des produits, etc., etc. Bah ouais, mais Kelly, elle est jamais là, elle vient jamais au resto, elle sort jamais avec nous. Donc, j'ai perdu des amis. Et ensuite, j'ai peut-être perdu des relations amoureuses, bah parce que j'étais déterminée et que... Ouais, mais trouve-toi un boulot classique, en fait. On comprend pas c'est quel risque que tu veux prendre. Et qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? Du temps avec mes enfants. Mais dans ma tête, j'avais un plan, et le plan, c'était de devenir multi-déca-millionnaire pour pouvoir mettre toute la lignée à l'abri avant les 10 ans de mon fils. Marco a eu 10 ans en septembre, Marley aura 10 ans en décembre cette année. Mission accomplie. Donc maintenant, je suis là, je peux être là. Effectivement, et je pense que tu regrettes aucun de ces sacrifices. Je regrette aucun de ces sacrifices. Parfois, de temps en temps, tu te prends un scud de ton fils qui dit « Pourquoi comme tu viens pas me chercher comme toutes les mamans à 18h » et avant, il comprenait pas. Et après le coup de Dubaï, notamment, il a dit à son grand frère « Non, mais en fait, maman, elle fait ce qu'il faut. Maman, elle n'est pas comme les autres. » Et je leur réponds, en fait, si tu veux vivre des choses fantastiques qui sortent de l'ordinaire, maman, elle doit faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, elle ne peut pas être une maman, je dirais, c'est pas ordinaire, c'est juste une maman qui vient te chercher à 16h30 si tu veux vivre des choses extraordinaires. T'as dit le coup de Dubaï, c'est quoi le coup de Dubaï? C'est l'extraction. Franchement, sincèrement, je suis partie 2 semaines en congé. C'est même pas un congé, je suis partie 2 semaines avec les enfants à Dubaï pour 2 raisons. La première, parce que je voulais faire des trucs super avec les enfants. Et la deuxième, j'avais des rendez-vous avec plusieurs distributeurs. Des gros distributeurs sur la zone des Émirats. Et donc, j'avais réussi à décrocher des rendez-vous. Et donc, il est arrivé ce qu'il est arrivé, c'est-à-dire le conflit au Moyen-Orient. Sauf que moi... j'avais prévu de rentrer un dimanche parce que le lundi, j'avais un discours à donner pour la Chambre de commerce de Paris. Le mardi, j'avais le lancement de notre dernière nouveauté auquel j'avais réussi à avoir quasiment l'artiste de l'année, donc pour un showcase. Et le mercredi matin, je signais le jour des flux de mon LBO. Donc, c'était vital que je puisse rentrer parce que si je signe pas, en fait, le plan là que j'ai dit là,
il n'est pas possible. Et les enfants, la lignée, elle n'est pas protégée. Donc, il a fallu que je trouve une solution. Donc, j'ai pris la route, je suis remontée, j'ai changé de pays par la route. J'ai fait un périple en bus. Ensuite, j'ai refait un périple par la route. Et puis, en fait, la misère et la peur fait qu'il y a des gens qui profitent. Donc, les prix ont complètement explosé. J'ai dû prendre un vol privé. En gros, mon rapatriement m'a coûté 200 000 euros pour pouvoir sortir moi, mes enfants, arriver à temps. Et au passage, j'ai pris une amie et ses enfants qui étaient aussi bloqués là-bas. Mhm. Un investissement pour tes enfants et aussi pour l'avenir, du coup, parce que tu as Bien pu sûr. sécuriser le Bien reste. sûr. Et en vrai de vrai, voilà, il fallait sortir de la zone. Donc, on est passé par Istanbul. Istanbul a commencé aussi à se prendre quelques trucs au passage. Donc, on a fait Istanbul-Paris ensuite. Et tout le monde est rentré sain et sauf. Et je pense que mes enfants ont compris qu'avec maman, ils seraient toujours en sécurité. Et maman, il y a quelques années, elle a lancé Les Secrets de Loli. Tu peux m'expliquer un peu comment tu as lancé ce magnifique projet? Les secrets de Loli, c'est né d'un manque. C'est né d'un manque et c'est né aussi d'une recherche de me trouver moi-même sur le chemin. Donc, je n'arrivais pas en fait à gérer mes cheveux, j'ai des cheveux frisés crépus. Et donc, je me suis posé la question, en fait, sur le marché, concrètement, est-ce qu'il y a des produits voilà. Et donc, en France, il n'y avait pas spécialement de produits. Et il y avait surtout beaucoup de produits d'import américains. Donc, tu avais deux choix. Soit tu utilises des produits américains ou non européens qui étaient bourrés de silicone, perturbateurs endocriniens, phénoxytanol et compagnie, de très mauvaise qualité. Soit tu te défrisais les cheveux. Mais au fait, il n'y avait pas de juste milieu, c'est-à-dire te lever un matin et porter tes cheveux naturels. Pourtant, c'est ce que Dieu t'a donné sur la tête. Donc, ça veut dire que c'est possible. Donc, du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Donc, j'ai créé un forum qui s'appelait à l'époque Boucle et Coton. Et ce forum, en fait, a réuni jusqu'à 15 000 femmes qui se sont posées des questions, qui se sont élevées mutuellement sur savoir repérer la composition des produits, savoir comment s'occuper de ses cheveux naturels. Et ensuite, je me suis encore posé une autre question, c'est, OK, il n'y a pas de produit en France, il n'y a pas de produit de bonne qualité, comment on lance une marque et surtout, comment on fait un shampoing? Ça a commencé comme ça. Donc, j'ai appris à faire des shampoings solides, c'est-à-dire des savons. Ensuite, j'ai voulu apprendre à faire d'autres galéniques. Et un jour, à force de donner aux copines, aux collègues, etc., je me suis posé la question, comment on crée une marque? Et donc, toujours en posant des questions extrêmement naïves, j'ai été dirigée vers une association à l'époque qui s'appelait Cosmed. Et cette association m'a dit, bougez pas, on va vous mettre en relation avec un chimiste qui va vous expliquer comment on fait pour être dans la réglementation. Et donc, un jour, avec 1 500 €, c'est-à-dire mon 13e mois à la sécurité sociale, j'ai acheté des matières premières, des pots et des étiquettes. Et j'ai fait mon premier marché de Noël. Et ces 1 500 € se sont transformés en 7 500 €. Et je me suis dit, waouh, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est vrai que je me demandais, quand on commence comme ça dans des produits cosmétiques, toutes les réglementations, c'était dur d'aborder tout ça, d'apprendre. À l'époque, en fait, la réglementation, elle était à la fois mal faite et à la fois, elle était un peu moins compliquée qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, quelqu'un devait se porter garant pour toi dans le centre anti-poison. Donc, tu déposais ta formule dans une enveloppe et elle était signée d'un chimiste ou un médecin qui se portait responsable pour toi de la formule. Cette formule était cachetée, scellée et envoyée au centre anti-poison. Si demain il arrive quelque chose, le centre anti-poison ouvre, regarde la formule pour savoir si tu as fait un choc anaphylactique ou pas, tu vois. Donc, à l'époque, c'était comme ça. Mais la législation a changé au courant des années. Et en fait, la réglementation, elle n'était plus uniquement française, elle était européenne. Et donc, maintenant, tu dois déposer un dossier DIP, ce qu'on appelle un DIP, dossier d'information de produit, avec tout ce qui constitue ton produit, validé effectivement par toujours un toxicologue. Et ensuite, c'est déposé sur le portail européen et enregistré. Donc, et ce qui est bien, parce qu'en fait, ton produit peut se retrouver en vente en Belgique, enfin pas en Suisse, en Belgique, en Espagne ou autre. Donc la législation a changé parce qu'elle s'est informatisée. Et ça nous permet aussi, dorénavant, de ne pas avoir à déposer des produits dans chaque pays. Quand tu lances ce projet, du coup, tu apprends les législations, tu fais les produits dans ta cuisine, tu donnes vraiment de ta personne. À quel moment tu as réalisé qu'il fallait que tu recrutes d'autres personnes pour te soutenir dans l'aventure? Ouh, ça a mis du temps. La première année, j'ai fait 150 000 € de chiffre d'affaires toute seule. Donc, OK. Ensuite, j'ai fait 250 000 € de chiffre d'affaires.
Avant de me dire que j'avais besoin de recruter quelqu'un pour fabriquer, je me suis surtout dit, j'ai besoin de quelqu'un pour vendre avec moi. Donc, j'avais fait mon propre site internet, je faisais moi-même les colis. Euh, Ensuite, j'ai ouvert ma propre boutique. Et c'est là que je me suis dit, je peux pas vendre. En fait, j'étais dérangée par les clientes. Donc, je peux pas vendre et fabriquer. Et donc, j'ai pris une première assistante des ventes. Mhm. Donc, elle vendait pendant que je fabriquais. Et ensuite, je me suis dit, ouais, mais quand je suis pas là, parce que je bosse à la Sécu encore, faudra peut-être que quelqu'un continue à fabriquer. Et c'est là où je prends une assistante de laboratoire. Mais si je dois tirer quelque chose de tout ça, c'est qu'au début, tu fais tout. Euh, et puis ensuite, si tu continues à faire tout, c'est toi qui plantes ta boîte. Il y a un moment, il faut lâcher. Il faut faire ce que tu sais faire. Et uniquement ce que tu sais faire. Pas la compta. Tu vas te manger bêtement des rappels parce que tu vas pas faire les choses correctement. Pas la vente, entre guillemets, en direct. Pas la distribution, etc., etc. Pas la logistique. Il n'y a aucun intérêt à faire tout ça. Il faut toujours se souvenir de pourquoi et ce que tu faisais au début. À quel point tu penses que c'est important les premières personnes que tu recrutes dans un projet? Si tu t'entoures mal, si tu t'entoures de gens, en fait, ça peut te bousiller ta boîte. Le mauvais mindset peut te bousiller ta boîte, peut faire ralentir ta boîte ou faire que tu ne saisis pas forcément une opportunité. Moi, j'avais tendance à dire oui à certaines opportunités et à un moment, pas dans les débuts, mais à un moment, la boîte, elle avait déjà 5-6 ans. Moi, je voulais saisir des opportunités et on me regardait du genre, ben non, en fait, on comprend pas, un, ton délire, ou deux, c'était, bah non, c'est impossible, on va pas pouvoir faire les deux. Bah si, on va pouvoir faire les deux, en fait. On peut tout faire, en fait, tu vois. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est une question de volonté, de savoir-faire, de motivation, d'énergie. Et les gens, eux, ils voient d'abord les raisons de pas le faire. Moi, je voyais toutes les raisons pour le faire. Et ce mindset-là, tu dois recruter des gens qui se disent, on saisit l'opportunité et après, on voit comment on fait. Tu vois. Mhm. Tu sautes et puis tu vois comment t'apprends sur le tas. Moi, j'ai appris en marchant. Je suis pas née entrepreneuse. J'ai pas de diplôme. J'ai pas de réseau. J'ai pas d'argent. Donc, si tu attends d'être prêt pour le faire, tu te lanceras jamais. C'est ça, ouais. Mais est-ce que tu trouves que c'est dur de recruter des gens et de leur donner un peu la même ferveur que t'as? Parce que c'est ton projet, évidemment, du coup, ça te dérange pas de bosser plus dur. Mais quand tu recrutes quelqu'un, il a pas forcément la même intention. Est-ce que C'est parce que c'est... tu dois pas choisir des gens qui cherchent un truc plan-plan. Tu dois chercher des gens qui ont la même conviction que toi et pour laquelle c'est une mission aussi. Et je te donne un exemple et j'en discutais avec mes salariés cette semaine. Et j'étais avec Raph et Sarah. Et je leur dis, mais vous vous rendez compte que vous avez tout connu. Vous avez connu Saint-Maur-des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, c'est quoi? Saint-Maur-des-Fossés, c'était au début un labo en sous-sol avec un bureau en sous-sol sans voir la lumière du jour. Ça. Ensuite, on a upgradé, on est monté à l'étage, au premier étage. Là, déjà, je dis, t'as percé. Et ensuite, tout l'arrière, en fait, s'est libéré. Et c'était un énorme hangar avec des bureaux et un hangar où il fait froid l'hiver et tu brûles en été, tu vois. Et surtout, c'est Saint-Maur-des-Fossés. C'est pas Paris 10e arrondissement, Startup Bobo Nation, tu vois. C'est pas ça. C'est les plus motivés, les filles qui déposaient leur CV, elles voyaient l'adresse. Déjà, pour déposer, quand tu vois l'adresse, si tu déposes le CV, c'est que tu es motivé. Rien que ça nous a fait un filtrage Mhm. énorme. Moi, j'avais des filles qui faisaient Saint-Germain-en-Laye. Elles s'asseyaient. Saint-Maur-des-Fossés, c'est à l'autre bout de la ligne A. Je sais pas si tu te rends compte. Et Raphaëlla qui me dit, c'est vrai qu'au moins on avait toujours de la place assise. On était toujours assise de A. Elle le voit comme ça parce qu'elle habite du côté du 92. Donc ça veut dire que ta motivation pour venir bosser dans cette toute petite boîte, elle est réelle, que tu prends la cause du cheveu bouclé frisé pour de vrai au sérieux, tu vois. Et moi, ça m'a permis d'avoir genre des warriors, des guerriers. Tu vois, moi, j'avais une équipe, c'était des pirates. Genre, on se lève un matin, viens, on fait une campagne d'affichage sauvage. On se lève un matin, on va construire... Nous, on construisait nos stands à la main. On prenait pas des gens pour faire nos stands. Moi, j'ai appris à couper du MDF, à le poncer et à le peindre. Je sais pas si tu te rends compte. Je suis allée en formation pour ça. Pour faire des tables en résine et des choses comme ça. On était déterminés. Et en fait, c'est ce noyau dur qui a fait que quand un fonds m'a posé la question, ou j'ai commencé à me poser des questions si on lève des fonds,
On m'a demandé, mais combien vous faites? Bah, on était 10 personnes, on faisait 10 millions. 17 personnes, 17 millions. On nous dit, mais c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mais je pense qu'on avait faim et on avait les dents extrêmement longues qui rayaient le parquet. Donc tu dirais que le Faut conseil, prendre ce des serait pirates au début. prendre des pirates et s'installer au bout des lignes de RER. Je t'assure. Je t'assure. Et tu sais, maintenant que je suis dans le milieu entrepreneurial, d'investisseurs, etc., Mhm. on nous dit, ouais, mais tout est à Paris. Et oui, beaucoup de choses sont à Paris. Et le profil d'une boîte qui vient effectivement en dehors de la zone, c'est pas la même progression, c'est pas le même mindset, t'as pas le même écosystème. Et effectivement, oui, tu peux être lésé si ta boîte, elle est pas à Paris, quand tu veux faire quelque chose de costaud. Quand tu veux construire une petite PME qui fait jusqu'à 10 millions, c'est possible. Mais quand tu veux effectivement partir sur une boîte qui va devenir plus internationale, c'est vrai que c'est important d'avoir des bureaux à Paris. Toi, donc, qui te lançais dans ce projet sans être entrepreneuse, tu l'as dit, c'est quoi la première grande difficulté que tu as affrontée? Le fait que les gens ne comprenaient pas le projet. Mhm. Voilà. Franchement, bah, il y a déjà des shampoings, tu sais, mais c'est une réponse. Mais il y a plein de choses. Mais j'ai pas inventé l'eau chaude. Bien sûr qu'il y a des shampoings, bien sûr que... Il y avait déjà des voitures avant Elon Musk, non? Donc, c'est pas ça la question. La question est, est-ce qu'il y a une cible? Est-ce qu'il y a des clients potentiels? Est-ce que tu sers à quelque chose? Est-ce que tu as de l'impact? Est-ce que ce que tu fais change quelque chose, tu vois? Mhm. J'ai pas cherché à réussir. J'ai cherché à changer le game. C'est pas pareil. C'est vrai. Et en quoi ton produit, il était... Qu'est-ce qu'il apportait de nouveau, ton produit? Comment tu Ah, il était considères? complètement différent. C'est Parce à quel qu'aujourd'hui, niveau? c'est devenu un classique. Ah oui, Mhm. les produits naturels. Avant, le bio, c'était pas à la mode. D'accord. Donc, il n'y avait pas des masses de marques qui avaient des certifications EcoCert, parce que nous, on a une partie de nos produits qui sont certifiés EcoCert. Le problème du naturel ne dérangeait pas les gens. Genre, plus il y a de la silicone, plus mes cheveux sont lisses, mieux c'est. Donc, on était à contre-courant. On voulait des formules à 95% d'ingrédients, minimum d'ingrédients naturels. Et surtout, on montrait des visages et des textures qu'on n'avait pas tendance à montrer dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Des vrais gens, des vraies filles, des vraies couleurs de peau, des vraies textures et des vrais types de corps différents. Donc, on est à la croisement de trois choses. La montée du naturel, la montée de l'affirmation et de la confirmation de l'acceptation de soi, l'empowerment féminin, et le body positivisme dans le sens où tu montres des visages différents et pas des nanas qui sont des mannequins et qui sortent des magazines. Mhm. Et c'est la réunion de ces trois-là qui font que peut-être on était un petit peu avant-gardiste, mais quand on est arrivé avec l'avènement des réseaux sociaux, bah en fait on était là, quoi. Mhm. Et quand justement, toi tu vois tout ça, tu vois ta mission, et qu'il y a des gens qui émettent des doutes, j'ai remarqué que la plupart des entrepreneurs, leur succès il est souvent déterminé par leur relation à l'incertitude. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Ou alors la confiance que tu as construite, les discussions que tu as eues sur ton forum par exemple, ça te permettait de savoir à 100% C'est que ça allait vrai, fonctionner? c'est vrai. Mais les doutes, je dis pas que... Je suis pas le genre de personne qui va dire « Ouais, je suis fort, je suis grand, moi je suis entrepreneur, je peux tout faire. » En fait, ça n'efface pas le doute. Tu te construis dans le doute. Tu deviens plus fort que le doute. C'est ça qui fait que tu es un bon entrepreneur ou pas. Elon Musk a des doutes, c'est sûr. Tout le monde je sais pas pourquoi je parle de lui. Jeff Bezos a des doutes. Tout le monde a des doutes. Mais ta force, c'est de continuer à avancer avec tes doutes dans ta tête. Les autres ont des doutes. Ils te projettent toutes leurs barrières mentales à la gueule. H24. D'ailleurs, des gens... ah non, tu devrais pas prendre une boutique. Voilà, je peux pas me porter garant pour toi. Tu peux te porter garant, s'il te plaît, tout et tout? Non, je peux pas. Et moi, j'avais pas de parents pour se porter garant pour moi pour ma première boutique. Hein. Donc, je peux te dire que j'ai harcelé l'agent immobilier en lui disant que j'ai fait un coup de bluff. Je vous donne 1 an d'avance. Bluff, je les avais pas. Et après, elles m'ont dit OK. Après, je dis et pour les 1 an d'avance? Non, c'est bon, ça ira. Tu vois? Des Mhm. doutes, tout le monde en a. Mhm. Et c'est important de le dire aux gens. Parce que, tu sais, les gens, ils font le cador. Ouais, moi, c'est comme... Non, on a tous des doutes. Juste, on baisse le volume et on avance. Est-ce que quand ça commence à vraiment marcher, les doutes ils diminuent? Non, non, c'est pire. Au début, j'avais moins de doutes et moins de peur
parce que j'avais rien à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Si ça marche pas, je vais aller chercher du taf. Si ça marche pas, je ferai réceptionniste, caissière, il n'y a pas de problème. D'accord? Mais quand tu as commencé à goûter au confort, quand tu as commencé à goûter au jet privé, au driver, aux maisons, etc., tu te dis, ok, je vais être un peu moins impulsif, je vais pas agir dans la peur, parce que ça, c'est quelque chose qui fait que c'est impossible de vivre dans la peur, mais on va peut-être écouter, s'entourer. Et moi, j'ai une garde rapprochée, mais ma garde rapprochée, c'est pas des potes. Ma garde rapprochée, c'est mon avocate, mon banquier d'affaires, mon fiscaliste. C'est mon top 3 et une excellente assistante qui est aussi un membre de ma famille. Tu vois, ces 4-là, c'est mes Avengers. T'es la Nick Fury des startups françaises. Mon oncle, c'était un de ses personnages préférés. Ok. J'ai été élevée au Marvel, moi. Les gars, petit moment pour remercier vraiment du fond du cœur l'hôtel des Grands Voyageurs qui nous accueille pour nos tournages depuis quelques temps. Le podcast, il explose depuis qu'on tourne ici, donc peut-être que c'est grâce à eux. Merci à l'hôtel des Grands Voyageurs. En plus, je tiens à le dire, l'hôtel est dingue au-dessus de nos têtes. Le bar est fou. On se régale. Si vous voulez boire un café, c'est parfait. Pour un séjour à Paris, les chambres sont magnifiques. C'est parfait. Il y a une salle de sport. Il y a vraiment tout ce que vous voulez. Je vous recommande vraiment de venir ici séjourner à l'hôtel des Grands Voyageurs, que je remercie encore de nous accueillir pour les tournages du podcast. Merci. On continue avec l'épisode. Tu m'as dit que tu avais un produit du coup assez avant-gardiste, un peu à la croisée de plusieurs trends. Est-ce que les grands groupes, ils ont essayé de te mettre des bâtons dans les roues peut-être? Est-ce que tu as ressenti en te volant tes formules, en te volant tes idées, en te ralentissant? Alors, il faut que tu te rendes compte que, la marque, elle est devenue leader du marché sur cheveux texturés. En France, c'est la 3e marque préférée capillaire des Français. C'est la première en pharmacie pour cheveux texturés. 3e, toutes marques confondues, texturées ou pas. D'accord? Tu arrives à une position où tu es l'homme à abattre. Mais par les petits qui sont derrière et par les grands. Ce moment est arrivé. C'est mon moment préféré. Il va falloir me tester, les gars. Parce qu'enfin, vous mettez un petit peu de piment. Tu vois? Parce que moi, je suis née pour l'adversité. Je suis née pour ça, en fait. C'est-à-dire que au début, j'étais sous les radars. Personne ne nous voyait venir. Pas de souci. D'accord? Ensuite, tu fais rentrer le premier fonds minoritaire. Pourquoi? Parce que je savais qu'à un moment, on allait dire, elle est un peu relou là. Tu vois? C'est la mouche du coche, elle est relou. Donc, ce serait peut-être bien de lancer des trucs. Donc, quand moi, j'ai fait rentrer un fonds d'investissement, même période pendant mes due deals, le grand méchant loup, Voldemort, que je dirais pas le nom, il a lancé une gamme rose, poudrée, kakaki, kakaka. Et il commence à contacter les influenceuses avec lesquelles je bosse. Pendant mon process 1, les plus trouillards. Oui, alors vous allez faire comment? Vous avez vu L'Oréal? Ils ont fait, et alors? Est-ce qu'ils ont mon passif? Est-ce qu'ils ont des équipes avec des Noirs et des Arabes? Est-ce qu'ils ont des équipes avec des femmes aux cheveux bouclés? Pour l'instant, tant qu'ils ne joueront pas dans la diversité, j'ai encore un peu de temps pour respirer. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu montes la lumière aux autres. Ils se disent « Attends, elle y est arrivée. C'est plus facile d'être le numéro 2 que d'être le numéro 1. » Pourquoi? Le numéro 1, il se mange tous les plâtres, les refus, la difficulté, il doit convaincre, il doit investir, etc. Une fois que tu as ouvert la porte du marché, il y en a 10 derrière. Mais c'est pas grave. Parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, d'acquérir de plus en plus de clients. C'est ce qui va nous permettre aussi de nous challenger. Donc, il y en a, ils se disent, dès que Secret et Loli est là, ils prennent le téléphone, ils appellent le distributeur et ils disent, voilà, on a une alternative. Le distributeur, il ne doit pas être dépendant de toi uniquement. Et c'est ce qui m'a permis, moi aussi, de me poser en alternative au grand méchant loup. Donc, c'est pas la question. Par contre, j'arrive à un moment où la marque a tellement grandi. Elle fait beaucoup d'argent. J'ai appris que les grands qui ont du budget passent derrière moi et bident sur moi dans des events. Ils doublent ou ils triplent sur moi. Et moi, j'ai pas l'enveloppe illimitée. Je peux pas jouer à ça. Donc, ça me pousse dans mes retranchements d'origine, de piraterie. Cette année, je suis arrivée devant les équipes et j'ai dit, c'est boring. La finance, c'est boring. Tu dois faire un prévisionnel. Tu rentres chez les grands majors, tu dois fournir 1 an à l'avance quel produit tu vas faire, quel mois, et tu dois montrer déjà les mock-ups. Il n'y a plus la spontanéité. Et donc, je suis arrivée en janvier, j'ai dit à mes équipes, cette année, on sera incontrôlable. Cette année,
On doit être imprévisible. Et comme dirait une Léna que j'apprécie, bring the fun back. Et c'est là où tu sais quand tu es une marque vieillissante ou qui sait rebondir ou pas. Tu dois remettre la joie, tu dois remettre l'instinct au milieu de tes choix. Sinon, c'est comme ça. Ça fait 17 ans que la marque, elle existe. Et en fait, je suis quelqu'un d'incontrôlable, entre guillemets. Je suis quelqu'un d'imprévisible dans ma vie privée. J'ai essayé de me conforter au code classique de la start-up ou autre parce que tu dois faire du reporting, parce que ça rassure aussi les distributeurs. Mais il est temps de revenir à la base et de s'amuser de nouveau. Donc, testez-moi cette année. Je l'ai fait en mars quand j'ai fait mon lancement. Meryl est venue faire un showcase avant c'est de Bercy. Bercy qui a une exclue en fait, avec L'Oréal pour toutes les loges, en beauté. Je ne pouvais pas avoir de loge. Eh ben, Meryl est venue à moi. Maintenant, tu es dans cette situation, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est aussi facile de se lancer que c'était il y a 17 ans peut-être? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus facile de faire de la richesse aujourd'hui? Bien sûr que c'est plus facile. C'est pas parce qu'il y a plus de concurrence, plus de bruit sur Internet. Quand tu fais le taf bien, quand tu communiques correctement, tu peux te lancer. Excuse-moi, je me suis lancée, il n'y avait pas les réseaux, Instagram n'existait pas. Donc, il n'y avait pas d'influenceurs. Donc, il n'y avait pas des gens qui te permettaient de communiquer moins cher. C'était la presse, les journalistes, etc., etc., tu vois. Donc, aujourd'hui, tu as des plateformes qui te permettent de t'exprimer, de te montrer, de te voir. Moi, j'étais dans une cave. Et je rappelle, mon premier labo était dans une cave. Mon deuxième labo aussi. Dans la cave de mon sous-sol de chez moi. Tu vois. Donc, et c'était pas sexy à montrer. Aujourd'hui, tu montres que tu démarres dans une cave, tu vas buzzer sur Internet. Non, non, non. Aujourd'hui, c'est plus facile. Mais c'est plus concurrentiel. Mais c'est plus facile. Le fait d'entreprendre en France, c'est un plus ou un moins? Je sais pas. C'est une aide ou... Je sais pas. Ça, c'est une réponse... On aimerait que... Enfin, c'est une réponse pour être clivant. Quand tu te foires, t'as les acédiques, quoi. Arrête un peu. Arrête. Au pire des cas, tu vas chercher un job et ensuite, t'as les acédiques. T'as quand même... voilà, on va pas te laisser mourir devant un hôpital. On te soigne d'abord. Dans d'autres pays, on te demande la carte d'abord. Donc, tu vois, t'as cette sécurité-là. Et à la fois, ceux qui sont à Dubaï vont te dire qu'ils ont la sécurité, physique, ils ont le service, ils ont la possibilité de faire grandir leur boîte, de se séparer, de rompre un contrat rapidement, etc., etc. Donc, il y a un équilibre entre les deux et on ne l'a pas. Et c'est ça qui est dommage. Toi, si tu pouvais changer une chose en France pour les entrepreneurs, tu changerais quoi? Je vais pas répondre, c'est pas politiquement correct. Ok. Et tout le monde aurait tendance à te répondre soit le prud'homme, soit les impôts. Mais en vrai de vrai, ouais, il faut aider les entrepreneurs à garder le cap, à pas fuir ou à pas s'échapper. Parce qu'en fait, on rajoute de la difficulté à la difficulté. Donc c'est déjà suffisamment difficile de gérer de l'humain, de gérer un marché, de gérer une concurrence. Et à la fin, tu sais, le tissu économique français, il est fait de PME. D'accord? Et il y a des mecs qui travaillent pendant 30 ou 40 ans avec leur boîte et à la fin, ils n'ont rien. Pour de vrai. Ils ont une vieille retraite et ils n'ont pas vu leur femme, ils n'ont pas vu leur gosse. Et ils ont fait beaucoup de sacrifices pour pas grand-chose à la fin. Donc, il faut faire attention un petit peu à laisser quelque chose du gras, en tout cas aux PME, tu vois. C'est important. Tu penses d'ailleurs que les entrepreneurs, ils devraient rentrer en politique? Est-ce qu'un bon entrepreneur ferait un bon politique? Il y a 3 ans, j'ai dit que il y a 4 ans, j'ai dit que les prochaines présidentielles, les entrepreneurs seront ceux qui apporteront le twist. Je ne dis pas qu'ils doivent se lancer en politique pour devenir président, mais je dis qu'ils doivent être à des postes. Tu vois, je ne comprends pas comment des gens peuvent nous gérer alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un prévisionnel. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui écrivent pour eux tous leurs discours. Il y a des gens dans le cabinet qui font le taf et ensuite, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois savoir ce que c'est qu'un budget, pour de vrai. Et pas dire on a une enveloppe de combien à dépenser.
c'est extrêmement frustrant de voir que en fait on rajoute de l'administratif à l'administratif, en fait on tourne en rond, alors que tu sais, tu as un point A, un point B, et on est en train de, tu vois, un point A à un point B. C'est compliqué, mais je pense que les entrepreneurs ont leur pierre à apporter à l'édifice, pour de vrai. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Je pense qu'en France, tout le monde peut être entrepreneur, parce que c'est facile de se lancer. Tu vas sur auto-entreprise.truc, c'est fait. Dans 5 minutes, ça y est, tu as un numéro de sirette. C'est pas se lancer, c'est de construire quelque chose qui dure. Et en fait, il y en a beaucoup, ils veulent l'argent tout de suite. Ils veulent... Alors que ce qu'il faut bien comprendre, que c'est dans la durée qu'en fait que tu gagnes beaucoup d'argent. Une entreprise rentable est une denrée rare. Vraiment. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des levées, et c'est pour ça qu'il y en a qui font des LBO. T'as déjà pensé à t'abonner? Et oui les gars, c'est le moment, on est au milieu du podcast. J'espère que vous avez pensé à cliquer sur vous abonner. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous plaît. Donc c'est le moment, on clique sur s'abonner. Comme ça, vous pourrez voir tous nos prochains épisodes qui sont encore plus dingues que celui-ci. Alors que déjà, c'est dingue. Alors imaginez la suite. Bref, on continue avec l'épisode, mais abonnez-vous d'abord. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ce podcast et qui vont se dire, est-ce que je suis fait pour ça? Tu penses que la meilleure manière de le savoir, c'est d'essayer finalement? Alors, la meilleure manière de savoir, c'est d'essayer. Déjà, la plus grande, comment dire, la plus grande barrière, le plus grand plafond de verre, en fait, c'est les barrières mentales des gens, leurs propres barrières mentales. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut que tu règles tes problèmes avec toi-même pour savoir si tu as les reins pour pouvoir assumer derrière. Il faut que tu aies confiance en toi. Pour être entrepreneur, il faut avoir une grande confiance en soi. Alors au début, on l'a pas, on fait semblant, mais ensuite, on nous dit oui, ils sont hautains, etc. Ils se prennent pour qui? Je me prends pour qui je suis. C'est-à-dire la personne qui est capable de se dire qu'elle va sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. Et qu'elle a les couilles de le faire, excuse-moi de l'expression, et qu'elle s'en rend compte. Parce que la résilience qu'il faut avoir pour être entrepreneur, voilà. Mais il faut se rendre compte au début qu'on va perdre beaucoup de choses. Mais ce qu'on gagne. Moi, j'ai pas fait ça pour l'argent. Moi, je fais pas ça pour l'argent. Je fais ça pour le pouvoir de dire non. La liberté. Parce qu'il y a des avantages, il y a des contraintes, et il y a des avantages. Donc, si tu fais ça pour la liberté, les premières années, tu ne l'auras pas. C'est pas la liberté. Tu te mets tes propres chaînes. Et je sais pas si je devrais utiliser ce mot-là, moi. Mais tu te mets tes propres chaînes, tu vois, au poignet et à la cheville. Pendant plusieurs années. Par contre, ensuite, la liberté que ça offre, moi, je fais ça pour avoir le pouvoir de dire non. Et pouvoir de faire ce que j'ai vraiment envie au quotidien. Et par rapport au plafond de verre dont tu parlais, les limites mentales, tu penses que c'est quoi la chose que les gens riches savent que les autres ne savent pas? Qu'il y a de l'oseille partout. Il y a de l'argent partout. Il y a des gens qui cherchent à investir cet argent. Il y a des gens qui cherchent à dépenser cet argent. La finance est là pour repérer, soutenir, faire un x2. Et donc, de l'argent, il y en a dans les caisses. Par contre, être repéré, repérable, pour que les gens comprennent que vous existez et qu'il faut miser sur vous, c'est la plus grande difficulté qu'ont les entrepreneurs. Rentrer dans un monde qui est le monde de la finance, le monde de l'investissement. Alors effectivement, une émission comme Qui veut être mon associé a permis de populariser le fait de lever de l'argent. Mais en vrai de vrai, avant ça, il n'y avait rien. Tu faisais quoi quand tu voulais de l'argent? Tu tapais à la porte de ton banquier. Moi, je l'ai fait, on m'a dit, les shampoings, il y a un supermarché, on ne sait pas ce que vous faites. Maintenant, on ne va pas vous prêter. Mais ce n'est pas des financiers. Ce sont des conseillers bancaires, tu vois. Et donc, avoir accès à ce cercle de l'invest, du fonds d'investissement, du business angel, c'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est très élitiste en France. Est-ce que tu penses que c'est possible de garder le fun, comme tu l'as dit, tout en rentrant dans ces cercles? Oh que oui. Oh que oui. Il faut les choquer. Moi, mon premier invest, il est arrivé, j'ai dit, je fais le dîner de closing. Normalement, ce sont les banquiers ou les fonds qui font le dîner de closing. Ils sont arrivés, je leur ai envoyé l'invitation, ils sont arrivés, il y avait des meufs, des danseuses accrochées au plafond en train de tourner. Ils se sont dit, c'est quoi ce délire? On parle encore de mon dîner de closing 4 ans après. Il y avait un orchestre,
Il y avait un orchestre, il y avait... bien sûr, il faut les choquer. Mais moi, on m'a dit, on a investi sur toi, donc on te fait confiance. Donc, quand je les appelle et que je leur dis, bah tu sais quoi, on va réserver un avion privé, on va mettre 180 personnes dedans et on va partir faire la fête dans le désert pour fêter les 15 ans de la marque. Il faut. Et justement, euh, tu leur apportes quelque chose et une vision nouvelle. Tu les sors de leur bureau, tu les sors de leur étude de marché. Et c'est comme ça, en fait, que tu dois les gérer. Tu dois pas te dire, ils me font... Comment dire? Tu dois pas dire, ils sont pas là, ils te font pas l'aumône. Hein. C'est que tu es rentable et que tu vas leur rapporter de l'argent. En fait, les gens ont tendance à se dire oh, j'ai de la chance, ils investissent sur moi, ils acceptent d'eux. Et en fait, il faut que tu te mettes dans une position où, attends, j'ai une boîte, je fais du business, j'ai des gens et je gagne mon argent. S'ils viennent, c'est que j'ai bien quelque chose qui les intéresse. Et c'est ça que les gens doivent se dire. T'as mentionné qui va être mon associé, j'aimerais bien en parler, mais avant, j'aimerais bien faire un petit aparté. Je vais appeler ça les tutos de Kelly. Ouh! C'est quoi la manière la plus simple de devenir millionnaire aujourd'hui? La manière la plus simple de devenir millionnaire, c'est de bien exécuter, de mieux exécuter que les autres. Tu prends quelque chose qui fonctionne à peu près correctement, mais que tu peux optimiser. Aussi simple que ça. Alors oui, je pourrais te dire, viens vendre des formations. Non. La manière la plus simple, c'est de prendre quelque chose qui fonctionne, mais qui est optimisable dans son exécution. Donc ça va être dans sa distribution, dans sa communication, etc., etc. Et mis bout à bout, et ben en fait, en fonction du potentiel, tu peux exploser ça. Merci pour le tuto. Il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert en tant que jury dans Qui veut être mon associé. Déjà, j'aimerais savoir comment on est sélectionné pour être jury dans Qui veut être mon associé. Moi, mon histoire, elle n'est pas celle des autres. À savoir que l'émission, elle avait déjà fait 2 saisons. Mhm. J'ai vu un jeune loup avec son bombers qui disait pour moi des aberrations. Et j'ai dit, mais non, je suis pas d'accord. Le jeune entrepreneur français, c'est pas ça. Enfin, il y en a d'autres, il y a d'autres alternatives. Et puis, je trouvais que le principe de l'émission était sympa. Parce qu'aux États-Unis, c'est Sharks. Et que c'est stylé, en fait, de miser sur les autres. Et moi, je suis un peu joueuse, mais surtout, j'ai pas eu de soutien financier. Et comme je venais de banquer beaucoup d'argent, je me suis dit, ben, en fait, j'ai bien kiffé mon process de LBO et je voudrais bien y participer. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais qui est le producteur? Donc, j'ai trouvé le producteur. J'ai trouvé quelqu'un qui le connaissait. Mais je l'ai surtout entouré. Je ne sais pas s'il est au courant de cette petite histoire. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte que pendant une période restreinte, il entende mon prénom au courant des 2 semaines. Ça, je pense qu'il ne le sait pas. Parce qu'il sait que voilà, je voulais faire l'émission. Mais ce qui ne sait pas, c'est que j'avais mis un plan en place. Le plan, c'était quoi? Donc, un banquier d'affaires que je connais, il connaissait le cousin. Et il me dit, non, mais mon cousin, il est en vacances avec lui actuellement au pays. Donc il dit, attends, je bouge pas, j'appelle mon cousin et je vais lui dire de parler de toi. Et donc en fait, sur vraiment quelque chose de très restreint, il a entendu parler de moi par son cousin, il a entendu parler de moi par 2 membres du jury, parce que j'ai contacté 2 membres du jury, j'ai dit, tu peux glisser mon nom s'il te plaît à la prod, donc 2 membres du jury. Et la dernière personne qui a un membre de famille en commun lui a dit, ouais, il faut que je te présente une fille, elle est géniale, viens, on prend un brunch, il faudrait qu'on parle. Et il lui a dit, bon, comme t'es la famille, ok. Et donc, quand il me dit, pendant le premier brunch, où on se voit le petit-déj, il me dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé de vous cette semaine? Dans ma tête, j'étais là. Oui, oui. Ah bon, qui ça? Mais le plan, en fait, c'était qu'il entende mon prénom partout. Mhm. Qu'il se dise, mais c'est qui cette meuf? Pourquoi j'en entends parler? Et donc, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il m'a dit non. Ok. Il m'a dit non. Il m'a dit non. Alors déjà, il m'a dit, ouais, la saison, elle est presque en cours, machin, etc. Donc, c'est un peu trop tard, je pense. Mais, voilà. Il me dit, mais je pense que vous n'avez pas le profil. Vous avez l'air trop douce pour ça. Vous savez que l'émission, normalement, elle s'appelle The Shark. Et c'est là où je me suis dit, c'est bien, je ressemble à un agneau. Tant mieux. Et donc, on a un petit peu insisté. Il m'a dit, bon, écoutez, je vais voir avec les autres producteurs pour pouvoir éventuellement vous faire passer un essai pour remplacer un jury malade si ça arrive avec le Covid. Et j'ai pas reçu l'appel. J'étais un peu aigrie. Donc,
Watch Me. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sponsorisé l'émission avec Secret de Loli avant, pendant et à la fin. Donc, cette émission vous est présentée par Secret de Loli. Ouais, j'ai fait le billboard, la fin et la coupure du milieu. Et j'avais choisi le spot publicitaire où c'était moi dedans. C'était juste pour me faire plaisir. Non, vraiment, c'était par pur ego blessé. Et l'année d'après, à la fin de cette saison-là, j'ai reçu un appel. On m'a dit, ouais, ce serait bien qu'on aille prendre un café. Et j'ai pris le café et voilà. Donc, j'ai été sélectionnée, mais j'étais motivée pour le faire. Alors que je sais que, par exemple, d'autres ont été approchés. Tu sais combien tu as investi dans des boîtes qui veut être mon associé, à peu près? Je pense que je suis à 3,5 millions, 3,8 millions là, au moins. Et est-ce que quand tu es entrepreneur, ce qui est rentable dans cette émission, c'est les investissements que tu vas faire dans la société ou aussi tout ce que ça peut te rapporter direct après en réputation, image, etc. J'ai pas vendu plus de shampoing, si c'est ça la question. D'accord. Par contre, les gens n'ont pas vu le plan. La prod n'a pas vu le plan. J'avais un plan et il concernait absolument pas l'émission. Moi, mon plan, au-delà de m'amuser, bring the fun back, toujours. En fait, il faut toujours faire quelque chose où tu t'amuses. Au-delà de m'amuser, déjà, je voulais être maître du narratif. Je savais qu'un jour, je devrais me montrer aux yeux du monde. Mais je voulais pas que ce soit... je voulais que ce soit dans une certaine posture. Et pas... la femme noire abandonnée de l'ASE qui a réussi. Tu vois, je voulais pas que ce soit ça. Je voulais être en une position valorisante. Et pas la noire qui a réussi. Ça, c'était important. Pas la fille qui attire la pitié. Vraiment, vraiment. Pendant toute ma vie d'entrepreneuriale, je n'ai pas abordé mon côté personnel avant que je l'ai décidé. Et c'était il y a 2 ans. D'accord ? Avec la sortie du livre. C'est là où j'ai raconté mon histoire. Mais... pour moi, je ne voulais être que par l'exemple, par la qualité et l'excellence de mon travail, etc., etc. Donc ça, c'était ma raison numéro 1. Apparaître dans une émission où je suis valorisée en tant que femme noire, je suis valorisée en tant que femme et je suis valorisée en tant qu'entrepreneuse et mère de famille. Bon, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que la première saison, j'ai choisi la robe rose pour dire, vraiment, pour casser les codes. La deuxième chose, c'était, je fais rentrer un investisseur minoritaire. Je sais que dans la vie d'une boîte, il va y avoir des tours. Et il y a un moment, peut-être, je devrais perdre la majorité. D'accord ? Qu'est-ce que tu fais quand tu perds la majorité ? Est-ce que tu es vraiment indispensable à ta boîte ? Si on ne sait pas qui tu es, si on ne sait pas pourquoi la boîte a été construite, si on ne sait pas l'histoire, et si tu n'es pas associé à ta boîte. Donc pour moi, l'enjeu était un enjeu de dire Kelly Massol, c'est une femme qui a réussi et qui a construit le paquebot Secret de Loli. Et que ça devienne de nouveau indissociable. Pourquoi ? Parce qu'autour d'après, il y a 2 choses. 1, mon EMV, il est supérieur à ma boîte aujourd'hui. 2, tu peux pas faire sans moi. Et tu peux pas faire sans ma voix, tu peux pas faire sans ma parole, et je dois faire attention, et surtout, tu dois être sympa avec moi, tu vois. Et donc, en fait, le plan, ça a toujours été ça. Parce que je sais que très bien que quand tu fais une boîte et que ton objectif, c'est de peser 1 milliard de valo, tu peux pas peser 1 milliard de valo et avoir 100% de ta boîte. Il y a eu des gens derrière ce micro, ils n'ont jamais eu 100% de leur boîte au moment de ce genre de valo. Ce n'est pas possible. Donc, si stratégiquement, en fait, tu dois y aller, tu dois être indissociable de la boîte. En vrai, c'est une stratégie tellement... C'est limpide maintenant que tu me le dis, donc magnifique. Mais tout le monde pense que tu vois, que t'es là pour chercher la lumière, c'est pour l'ego. J'en ai rien à foutre de la lumière. Pourquoi ? La lumière, pourquoi ? Pour me faire couper un doigt ? Non, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire que c'est la boîte de Kelly. On fait avec elle. Et quand tu es dans l'émission et que tu investis dans des boîtes, c'est quoi un peu les choses que tu regardes qui vont te convaincre d'investir dans un projet ? La persévérance, la résilience, et que ce soit pas du bullshit. Franchement. Alors, tout à l'heure, j'ai donné un conseil pour être millionnaire plus vite. D'accord ? Donc, j'ai donné une solution de facilité. C'est-à-dire, tu prends quelque chose qui existe déjà, tu le mets en... Et c'est ça. C'est ça que c'est là-dedans que j'investis pas.
Je n'investis pas dans les boîtes où ça n'a pas de sens derrière, où le sens, c'est juste se dire, bah voilà, en ce moment, c'est le matcha. Mhm. Je fais une boîte, je mets une étiquette rose dessus et je construis dessus et j'encaisse. Et puis demain, la boîte, elle coule, c'est pas grave, j'ai déjà encaissé. Je ne cherche pas ce genre d'entrepreneur-là. Je cherche des entrepreneurs qui en ont chié, qui ont sacrifié beaucoup de choses et qui, à la fin, bah, en fait, quand ça va tanguer, ils trouveront toujours des solutions. Parce qu'ils sont pas dans la facilité. Mhm. T'investirais dans notre projet The Elevate House? Il va falloir me le pitcher. Je te pitch hors caméra parce qu'après tout le monde va vouloir investir, j'aimerais bien. Je te laisse un peu d'exclus, tu vois. Donc. Bref. Par exemple, dans notre projet The Elevate House, j'ai réussi à le faire avec un entourage de gens qui sont avec moi depuis le début et avec qui j'ai toujours rêvé de travailler. Donc des pirates. Mais est-ce des pirates? Mais est-ce que quand tu réussis, tu gardes le même entourage? Tu m'as dit que tu avais perdu des amis, des choses comme ça. Et comment tu sais que ton entourage est sain? Tu sais pas, tu seras toujours trahi. Tu auras toujours des surprises. L'argent rend les gens fous, surtout quand tu gagnes beaucoup d'argent. Parce qu'à la fin, ils se disent et pourquoi pas moi? Et moi aussi. Donc il y a ce genre de choses-là, d'accord? Et ça, je te le dis sans filtre. Et puis il y a des gens qui sont profondément heureux de te voir réussir et d'avoir participé à quelque chose, d'accord? Et qui ont appris et qui sont reconnaissants que tu les aies laissés et que tu les aies gardés autour de toi, justement, et que tu n'aies pas changé. En fait, l'argent, c'est juste un catalyseur. Il ne te transforme pas. Il amplifie ce que tu es. J'ai toujours été un peu fofolle, j'ai toujours été énergique, j'ai toujours été impulsive. Donc moi, les gens qui sont autour de moi, qui me connaissent depuis le début, ils lèvent les yeux au ciel quand ils te disent « elle a changé ». Non, elle n'a pas changé. Et d'ailleurs, entre LBO1 et LBO2, LBO1, j'achète mon premier sac Chanel. Je ne l'achète pas parce qu'en vrai, ma carte n'est pas passée. J'ai eu la honte intersidérale. Le LBO2, je fais une offre pour un bateau. C'est juste les choses qui grossissent. Tu vois ce que je veux dire? Mais le bateau, il a toujours été sur la liste. Mhm. Il y a plein de choses comme ça. Les gens autour de toi sont fondamentaux. Mais il faut que tu te rendes compte que l'humain, d'accord, a ses travers. Et donc, il y a des types de personnalités. Il y a des gens qui sont extrêmement loyaux. Et c'est ces gens-là par lesquels il faut être entouré. Et l'argent ne te change pas forcément toi, mais peut changer le regard des autres. Il change le regard que les autres portent sur toi. Il a changé le regard des gens sur moi. Aujourd'hui, Kelly est une femme qui a réussi, qui sait tout. Non, je sais rien. Je sais ce que je sais faire très bien, mais je ne suis pas, tu vois, je suis pas un expert de tout. Moi, les gens, ils m'arrêtent aujourd'hui pour me demander un avis sur tout. Est-ce que je devrais rester avec mon conjoint? Est-ce que vous pensez qu'il faut déjà être marié avant de se lancer Juste à des questions comme ça. Je n'ai pas la science infuse. J'apprends. J'ai juste quelques leçons d'avance. Et ton entourage, c'est la personne qui te permet de garder les pieds sur terre. C'est la personne qui te connaît, mais vraiment pour qui tu es. Vraiment. Parce que les autres se font des fantasmes. Ou les autres aiment la nouvelle personne que tu es ou que tu as l'air d'être. Tu vois? Donc il y a différentes sphères. Tu as un noyau dur, et puis il y a des gens qui sont là pour être là à des étapes. Et c'est pas grave. C'est pas une trahison de fréquenter quelqu'un pendant 4 ans avec qui tu vas aller en boîte, que tu vas aller en vacances, etc. Et puis tu arrives à un autre moment de ta vie où ce sera d'autres personnes. C'est pas une trahison non plus. J'ai une question assez bateau à te poser, mais du coup, je pense que tu es assez bien placé pour y répondre. L'argent, il fait vraiment le bonheur? Il y contribue fortement. Mais moi, l'argent, il me permet d'apporter du bonheur aux gens qui m'entourent. C'est plutôt ça la nuance. Mhm. Est-ce qu'il fait mon bonheur? Tu vois? Par contre, il me permet de faire kiffer les gens que j'aime. Et ça, c'est un truc qui m'anime vraiment. Et ce, depuis que je suis toute petite, tu vois. Voir quelqu'un faire sa première fois, tu sais, les gens, ils ont tendance à... C'est pas très écolo ce que je vais dire, mais les gens, ils ont tendance à être dans leur bulle, dans leur tour, d'accord? Et à vouloir des gens de même niveau autour d'eux. Parce que tu as toujours l'impression que les gens, ils veulent te scammer ou autre. Et moi, j'ai eu une tendance à dire, par exemple, à ma make-up artiste, à ma CM,
à l'assistante de mon chirurgien. Viens, monte dans le jet avec moi. Je te ramène. C'est con, t'as un vol. J'ai un vol. Viens kiffer. Si tu ne partages pas, si tu fais pas vivre mes babysitters. Tu vois, il y a des gens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la babysitter dans un vol classique. Mais moi, ma babysitter, mais j'ai une de mes babysitters, elle est en train de faire le tour du monde. Là, elle arrive au Japon avec moi. Elle est partie au Maroc, elle est partie en Grèce. C'est normal. Parce que je me dis que peut-être dans sa vie, elle n'aura pas l'occasion de vivre ça parce qu'elle va faire autre chose. Et donc, je me dis, ça me permet de faire vivre des choses à des gens qui n'étaient pas nés pour les vivre, à l'origine, tu vois, sur le plan. Après... Et après aussi, tu débloques peut-être un truc dans leur tête qui fera qu'un jour, ils seront capables de Mais le t'as faire tout pour compris. eux-mêmes. Moi, beaucoup Ouais. de mes salariés qui partent, ils partent parce qu'ils vont développer quelque chose et ils me remercient. Alors moi, je suis là. Ouais, bon. Mais on dirait que il y a l'école de Kelly, tu vois. Et là, j'en ai une cette semaine que j'adore. Elle m'a dit, ouais, je vais partir, je vais monter mon projet. Et tu m'as beaucoup inspirée, je vais te remercier. Je lui dis, je veux juste que tu kiffes, donc c'est pas grave. Mais bon, ça me fait chier. C'est vrai que c'est important. J'ai plein de potes qui m'aidaient du coup au début à filmer mes vidéos. Et puis qui après, ils maintenant sont font leurs partis. propres Bah vidéos. voilà. Et je suis trop content pour eux. Mais... Et c'est ça. À la fin, t'es une bonne personne si t'es content du bonheur des autres. Mhm, c'est vrai. Et que tu dis pas « et moi ». En fait, il y a beaucoup de gens, ils ont le truc « ouais, chez moi ». En fait, non. Putain, je suis super content. Moi, il y a des gens, ils avaient des visions encore plus grandes que celles que j'avais pour moi-même. Moi, quand j'ai rencontré mon avocate, elle m'a dit « mais les gens vont étouffer. Les gens vont s'étouffer ». Elle m'a dit « les gens s'étouffent maintenant, mais ils sont pas prêts en fait. Parce que tu vas faire beaucoup d'argent, tu vas faire beaucoup de choses, Kelly. Et donc... va falloir, ça va se nettoyer tout seul autour de toi parce qu'en fait, les gens, ils sont qu'au début de leur aigreur. Ils vont avoir des aigreurs d'estomac. Et je regardais, je comprenais pas. Et j'ai compris après, tu vois. Mhm. C'est quoi l'achat que t'as fait qui t'a le plus choqué? C'est même pas l'achat, c'est le pouvoir de faire ce que tu veux quand tu veux et de ne pas regarder le prix. Mhm. Ça, c'est quelque chose que... Tu vois. Donc, je vais autant m'exciter sur un tout petit truc que sur un grand truc. Voilà, ça m'est déjà arrivé de rentrer et de dire j'achète. Le mec, il se retourne et dit ah, bah si, on achète, on prend. Mais c'est bon, tu vois. J'ai fait ça avec une maison que j'avais. On tournait dedans. Il était désagréable. C'était un vieux qui vendait sa maison. Franchement, j'avais envie de le cartonner. Il était horrible. On lui pose la question c'est quoi le montant du loyer? Je suis pas là pour louer, je suis là pour vendre. Ok, mec. Ma copine, elle me regarde, elle me dit prends sur toi. J'étais vénère. Je sors. Franchement, j'ai fait la visite flap. Je sors, je ferme la porte. J'arrive au bout du portail. Je fais demi-tour, je sonne. Je lui dis on prend. Il me dit quoi? Je dis j'achète. Au prix. Ah là, son visage a changé, tu vois. Mais le pouvoir de tourner les talons, et ça c'est magique. Et tu m'as dit un peu plus tôt que ton objectif c'était un peu de sécuriser l'avenir de ta lignée. Tu l'as fait, c'est ce que tu m'as Je dit. l'ai fait à plusieurs reprises. Tu l'as Ouais. fait à plusieurs reprises. Est-ce que tu te dis c'est assez? Est-ce qu'il y a un moment où tu te diras c'est assez? Je suis pas assoiffée d'argent et de pouvoir. Et c'est ça en fait, je continue pas pour l'argent. Je continue pour le kiff. Je continue pour voir jusqu'où ça peut aller. Tu vois la nuance? Mhm. C'est plus une question d'argent, c'est plus une notion d'argent et encore moins maintenant, je te le dis. La dernière fois, j'étais dans ChatGPT et j'ai mis quelque chose, j'ai mis le montant de mon patrimoine. Et je pensais que je faisais repartir des 0,1 et en fait, il a sorti plusieurs zéros avant le 1. J'ai refermé, j'ai dit bon. Efface cette information de ta tête. Et continue tout droit. Parce que sinon, après, tu deviens laxiste. Et ma plus grande peur, c'est de ne plus avoir faim. C'est ça ma plus grande peur. Est-ce que je pense que justement, ce que la pauvreté a pu t'apprendre, que la richesse t'a La jamais faim. appris, c'est la faim? C'est la faim, c'est tout. Tu peux avoir autant d'argent, la faim, si tu l'as, tu l'as. Mhm. Et tant que tu continues à avoir, l'argent n'est que la conséquence de cette faim. J'ai encore la faim, j'ai encore la fougue, j'ai encore le feu. J'ai envie de faire des dingueries, j'ai envie de faire des grandes choses, tu vois. Beaucoup d'énergie encore à canaliser. Mhm.
face à toi, t'avais plus moi, mais la Kelly de 13 ans, et que tu peux lui dire quelque chose, tu voudrais lui dire quoi? T'es incroyable et tu ne sais pas à quel point tu peux être forte. Donc fonce. Ne te pose pas de questions, continue. Ne change rien. Ne change rien. Quand un jour tout s'arrêtera, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi? Celle-là, elle est terrible. Celle-là, elle est terrible. Je veux qu'on se rappelle. C'est difficile parce que au début du podcast, je t'ai dit vivre à côté d'une forte personnalité, ça peut éteindre les autres. Donc je veux qu'on se rappelle de moi, non pas comme une femme forte, mais comme une femme qui leur a permis d'être eux-mêmes. Vraiment. Merci beaucoup Kelly, c'était incroyable de discuter avec toi, super discussion, j'espère que t'as Avec apprécié. plaisir, ouais. Et j'ai une dernière tradition dans le podcast, c'est le livre juste ici à côté de moi, dans lequel je demande à chaque invité d'écrire une phrase ou une citation qui est importante pour lui. Ça te dérange pas de le faire? Avec plaisir. Allons-y. Et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu as écrit dans le livre? Ah, j'ai écrit « Le pouvoir de croire en soi, c'est bien, mais la puissance, c'est quand on arrive à élever les autres. Merci pour la lumière. » Merci Kelly pour la lumière, je suis ébloui et gros courage pour la suite. Merci. Et merci encore. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup.